En 2004, le Deportivo La Corogne est à son apogée et vient de réaliser un des plus grands exploits de l'histoire de la Ligue des Champions. Après avoir perdu le quart de finale aller contre l'AC Milan 4-1, ils s'imposent 4-0 au match retour et se qualifient pour leur première demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. Elle sera finalement perdue contre Porto. Près de 16 ans plus tard, le Deportivo va commencer la saison 2020-2021 en 3e division espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Deportivo en est arrivé là? Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau type de vidéo. J'ai envie de vous parler d'histoire et donc voilà, je lance une série de très nombreuses vidéos, j'espère, sur des belles histoires et des histoires un peu plus tristes. Et aujourd'hui, on commençait par une histoire un peu triste, celle du Deportivo La Corogne, qui a été proche du sommet de l'Europe au début des années 2000 et qui aujourd'hui est au milieu d'une polémique liée à sa rétrogradation en 3e division espagnole. On va un petit peu s'intéresser à l'histoire du club, principalement l'histoire récente, et comment le Deportivo a dégringolé du sommet de la hiérarchie espagnole jusqu'au bas-fond de la 2e division d'Espagne. Donc le Deportivo La Corogne, c'est un club assez vieux en Espagne quand même, qui a plus de 100 ans, créé en 1906, qui a eu le statut pro à la fin des années 1920, si je ne dis pas de bêtises, et qui a une histoire jusque dans les années 70, avec des hauts et des bas, une première descente aux enfers au cours des années 70, où ils passent de la 1e à la 3e division. Ils vont rester scotchés dans cette 3e division pendant un certain nombre d'années, avant l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, Augusto César Landuaro. Alors pourquoi c'est particulier? C'est parce qu'il a été élu par une assemblée populaire du Deportivo. Donc voilà, il est arrivé par les fans. Et donc ce président, il va mettre en place une politique de club qui va permettre de faire remonter dans la hiérarchie le Deportivo La Corogne durant les années 80, surtout à la fin, et qui va permettre en fait au club d'exploser durant les années 90. Alors concrètement, Landuaro, ce qu'il va faire, c'est investir beaucoup d'argent, notamment sur des joueurs du Real Madrid, du FC Barcelone et des Brésiliens, pour construire petit à petit une équipe assez mythique. Et donc les résultats, ils vont se faire ressentir assez vite dans les années 90, donc après que le club soit remonté en division, et après une première saison dans les années 90-91, je crois, où ils se maintiennent de pas grand-chose. Il y a l'année 1992-93, où ils atteignent une 3e place assez surprenante, personne ne les attendait là. C'est un de leurs meilleurs résultats de leur histoire, et ils atteignent donc les Coupes d'Europe pour une des premières fois de leur histoire. L'année suivante, c'est encore plus impressionnant, ils font la course en tête toute l'année jusqu'à la dernière journée où, à cause d'un match nul contre Valence, ils laissent le titre au FC Barcelone, donc de la saison 93-94. Ça a été une catastrophe pour les supporters cette année-là, mais bon, on se rattrape juste après. Ensuite, en 94-95, le Deportivo finit une nouvelle fois 2e, mais remporte le premier titre de son histoire avec la Copa del Rey qui est remportée. L'année suivante, il remporte également la Super Coupe d'Espagne qui oppose donc le vainqueur de la Coupe qui était le Deportivo au Real de Madrid, vainqueur du championnat l'année précédente. On peut aussi noter qu'ils vont atteindre la demi-finale de la Coupe d'Europe des Coupes en 1996-97. Et ensuite, voilà, durant ces années-là, de 96 à 99, le classement va évoluer dans une première partie de tableau, mais ils vont pas forcément faire de top 3, jusqu'à cette saison 1999-2000, où le Deportivo La Corogne remporte enfin le titre de champion d'Espagne. Un superbe exploit quand on sait que ses principaux adversaires étaient les géants du Real de Madrid et du FC Barcelone. Et donc suite à ce titre 1999-2000 du Deportivo de La Corogne, ils reviennent en Ligue des Champions et en fait ils vont enchaîner pendant 4-5 ans des performances assez incroyables. Ils vont finir 2e des championnats 2000-2001 et 2001-2002, puis ensuite 3e les 2 années suivantes. En Ligue des Champions, ils vont atteindre 2 fois les quarts de finale avant cette année 2003-2004 où ils vont se voir une Ligue des Champions assez incroyable. D'un côté, ils vont prendre une rouste incroyable contre Monaco. Ils perdent 8-3 durant la phase de poule, si je ne dis pas de bêtises. Mais derrière, en 8e de finale, ils sortent la Juventus Turin. Et en quart de finale, après avoir perdu le match aller 4-1 contre le Milan AC, ils s'imposent 4-0 au match retour et se qualifient pour la première demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. Ils vont perdre finalement face à Porto sur une histoire de pénalty un peu litigieux. Et en fait, cet épisode-là va sonner un peu le glas de la belle époque du Deportivo.
Alors à l'époque, je peux vous montrer quelques joueurs qui étaient assez mythiques, certains qui sont connus, notamment Rom Mackay. On avait aussi Bebeto, Donato, Diego Tristan, Albert Luque, Djalmina ou encore Sergio Conceição, l'actuel entraîneur de Porto. L'équipe pour l'époque était vraiment impressionnante. Donc voilà, ça nous ramène un petit peu loin. Il y a certains joueurs que moi personnellement je connaissais pas parce que j'étais encore jeune. Donc voilà, c'était une superbe équipe qui, à partir de l'année 2004-2005, va commencer à s'effriter un petit peu. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, le club commence à connaître des soucis financiers et donc on est obligé de vendre, notamment Roy Mackay au Bayern Munich. Il y a d'autres joueurs qui arrivent en fin de carrière et qui ne seront pas forcément renouvelés. Et enfin, l'entraîneur Urureta, qui avait de superbes principes durant les années 90, arrive, on va dire, au terme un petit peu de ses idées. Et il sera viré suite à la saison 2004-2005 où le Deportivo finira 8e, bien loin des standings auxquels il s'était habitué. Et à ce moment-là, on a une décision qui est prise par le président du club, Landuaro, qui faisait face à de nombreuses aides. Et sa décision a été de continuer à investir à perte pour remonter le club au niveau, si on veut. Et malheureusement, c'est une stratégie qui va être pas du tout payante. Au contraire, si pendant 4-5 ans, le Deportivo va se maintenir sans trop de problèmes en Liga, en étant globalement au milieu de tableau, ce qui était déjà un échec, quand on se rappelle qu'ils ont été champions d'Espagne même pas 10 ans plus tôt. À partir de la saison 2010-2011, tout se délite. Cette année-là, le Deportivo descend en Division 2 pour la première fois depuis plus de 20 ans. Va réussir à remonter l'année suivante, c'est quand même à noter. Mais en 2012-2013, le Deportivo descend à nouveau et cette fois, c'est la catastrophe. Le club croule sous les dettes, 160 millions d'euros de dettes. Il faut quand même se dire que c'était il y a 10 ans, donc la valeur de l'argent n'était pas la même. 160 millions d'euros de dettes, c'est énorme. Et en fait, les pouvoirs locaux vont placer le club en redressement judiciaire pendant qu'il passe en Division 2, ce qui va obliger le président de l'époque, Landuaro, à quitter sa fonction de président. L'année 2014-2015, elle va marquer un début de rédemption pour le club dans le sens où c'est Tino Fernandez Pino, qui était un businessman de la ville, qui prend les rênes du club à sa présidence. En même temps, le club réussit à remonter en division espagnole, va réussir à se maintenir lors de l'année 2015-2016 au prix d'une dernière journée de folie, puisque le Deportivo était en position de descendre en Division 2, affronte le FC Barcelone et finalement arrache un nul 2 partout après avoir été mené 2-0. C'est la fête à la Corogne à ce moment-là, on arrive à se maintenir sur un scénario assez fou. Durant les 2-3 années suivantes, le club se maintient sans trop de difficultés, malgré une instabilité chronique sur le banc, puisqu'il y a eu 9 entraîneurs qui se sont succédés en seulement 5 ans, donc de 2013 à 2017. Malgré cette instabilité, le club réussit à se maintenir. Au niveau financier, tout se passe mieux, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les dettes ont été épongées de moitié quand même par le président actuel. On passe de 160 à près de 80 millions d'euros de dettes, c'est quand même assez impressionnant en seulement quelques années. Au niveau de la gouvernance, on est sur plus de transparence. Durant les années 2000-2010, il y avait des activités un peu douteuses, on va dire. À ce moment-là, il n'y en a plus. Donc voilà, le club semble repartir un peu de l'avant. Et là, patatras, 2017-2018 arrive. La saison n'est pas bonne et le Deportivo redescend en Division 2. Et là, malheureusement, pas de rédemption. Pour le coup, ça va être plutôt l'inverse. 2018-2019, ça va marquer la fin de la présidence de Tino Fernandez Pino. Et en même temps, une année qui aurait pu être salvatrice, puisque le Deportivo atteint les barrages pour monter en Division 1, mais perd dans un scénario assez fou contre le Real Mallorca. Ils ont gagné 2-0 le match aller, ils perdent 3-0 le match retour. Et donc finalement, ton président qui faisait du bon boulot s'en va et tu rates de très très peu la remontée en Division 1. On arrive enfin à l'année 2019-2020 pour le Deportivo La Corogne, qui est un roller coaster complet dans tous les sens du terme. Alors, il y a la crise du coronavirus, mais avant ça, il y a eu une crise sur le sportif et aussi une crise diplomatique, on va dire, sur la gouvernance du club. Vu qu'il fallait un nouveau président, il a été élu. C'était Paco Zas qui avait été élu aux élections, mais les fans n'en voulaient pas. Ils ont voulu sa tête, ils l'ont obtenu. Et finalement, ils ont réussi à introniser un autre président en intérim, qui était Juan Antonio Armenteros Cuetos. Il prend l'intérim pendant l'année, jusqu'à que le président actuel, Fernando Vidal Raposo, puisse prendre ses fonctions. Donc voilà, c'est un peu déjà le micmac côté gouvernance. Sur le terrain, c'est encore pire. Le début de saison, il est catastrophique.
15 points en 21 matchs, moins d'1 point par match. 2 entraîneurs déjà essayé en une demi-partie de saison. Et finalement, c'est un entraîneur qui était un peu connu du Deportivo. Il s'appelle Fernando Vázquez, qui va revenir. En fait, il avait été viré 5 ans plus tôt parce qu'il avait critiqué la politique de transfert. Là, il revient. Il enchaîne d'abord 5 victoires en 5 matchs, qui permet au Deportivo de reprendre un petit peu une marche en avant. Puis arrive le Covid, au moment où le Deportivo est 19e sur 22. Il faut savoir que la Liga B, donc le niveau 2 espagnol, est composé de 22 équipes. Les 4 derniers redescendent en Division 3. La Division 3, elle est séparée en 4 groupes de 20 équipes et le premier de chaque groupe monte en Division 2. Donc en fait, la Division 3 espagnole, c'est un peu l'équivalent de notre ancienne CFA, aujourd'hui N2 ou Division 4 française. En Espagne, le championnat a bien repris, pour la Division 1 comme pour la Division 2. Et avant la dernière journée, le Deportivo était toujours 19e dans une position de descente en Division 2. Puis est arrivé un scénario assez incroyable lié au Covid. Le club devait affronter Fuenlabrada dans une dernière journée. Finalement, le match a été annulé puis rejoué pour cause de cas de Covid dans l'équipe adverse. Le Deportivo va l'emporter 2-1 dans ce match rejoué, privant Fuenlabrada des playoffs d'accession à la division espagnole. Sauf que ça fait scandale parce que les autres matchs avaient été joués avant et que peu importe le résultat de ce match en retard, le Deportivo allait descendre en 3e division espagnole. Finalement, il y a eu tout un bordel médiatique. Le Deportivo a demandé à la Ligue d'introniser une Liga B à 24 clubs, donc en conservant d'un côté le Deportivo, mais aussi l'équipe qui était 20e à ce moment-là, Numancia, qui avait quasiment autant de points que le Deportivo et que le 17e, 18e. La Ligue refuse et donc valide malheureusement la descente en 3e division du Deportivo. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le Deportivo essaye de faire repousser le début de la saison pour la 3e division pour que ces recours par rapport à la décision de la Ligue puissent aboutir, en espérant qu'il sait peut-être arriver à faire cette Liga B à 24. Moi, j'y crois pas trop malheureusement, je pense qu'ils vont devoir commencer la saison comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile pour eux, et aussi pour les joueurs, parce que autant par exemple Beauvu, il jouait au Deportivo, je ne savais pas, je l'ai redécouvert, l'ancien Lyonnais, il a prolongé de 2 ans, je crois, son contrat. Autant il y a des joueurs comme Uche Agbio qui dépendent en fait de la décision des recours. Si les recours ne fonctionnent pas, il ne sera pas conservé par le club, alors que si les recours fonctionnent, il sera conservé par le club. Donc voilà, il y a un micmac assez problématique sur certains joueurs. La seule bonne nouvelle dans l'histoire pour le Deportivo, c'est qu'il a reçu le soutien de la banque Abanca, qui est une banque assez connue en Espagne, qui a posé 5 millions sur la table pour prendre les parts majoritaires du club. Donc financièrement, peu importe ce qui se passe, le Deportivo n'aura pas trop de problèmes et pourra potentiellement remonter en Division 2. Il n'empêche qu'aujourd'hui, un club qui était au sommet il y a 20 ans, qui a été mal géré financièrement pendant des années et qui a dû éponger ensuite ses dettes avec des politiques de transfert où il fallait maximiser les ventes et réduire les achats. Un club comme ça se retrouve en 3e division espagnole, quasiment le niveau amateur. Pour un club qui a plus de 100 ans, c'est malheureusement très triste. J'ai confiance dans l'institution, les clubs, les joueurs et les supporters pour qu'ils arrivent à faire remonter le club en Division 2. De là à faire remonter le club en Division 1, on ne peut pas savoir. Il faudra suivre l'histoire du club dans les années à venir. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo sur des descentes aux enfers, je vais les appeler comme ça. J'ai d'autres vidéos en préparation, d'autres histoires de clubs un peu tristes. Je vais aussi vous faire des histoires de clubs plus joyeuses, des clubs inconnus qui arrivent à monter tout en haut. J'espère que cette première vidéo de cette série vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner vos conseils, si c'est trop long, trop court, s'il y a d'autres éléments que j'aurais pu aborder. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez en voir plus. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.